Et ensuite, partie 4, la réunion de la Ligue, et là, mais cette scène, mais quelle scène de fanservice absolu, quoi. Tu as la scène classique du rendez-vous entre Batman et Gordon, mais tu as toute la Ligue en plus, quoi, c'est génial. Et en plus, pourquoi Whedon avait coupé ce plan magnifique de Batman sur la gargouille du GCPD, mais... Qui s'est dit ça, sans déconner, qui s'est dit ça? Ce plan est magnifique. Et ensuite, tu as cette discussion vraiment entre Gordon qui est en mode, mais what? Il y a un Spitz, il y a Wonder, il y a une meuf quasi, il y a une meuf guerrière, il y a Xena la guerrière, il y a Mercure, il y a un Terminator. Gordon, dans sa tête, il doit rien comprendre et c'est génial, tu vois. À la fois, c'est drôle parce que ça lui rappelle quand Batman était avec Robin, mais à la fois, parce qu'il est content de voir des amis, c'est dommage, j'en parlerai après d'ailleurs, une petite scène que je trouve c'est dommage d'avoir été coupée. Mais c'est très cool en plus. En plus, comme par hasard, bien sûr, on te fait le classique de Batman Gordon, de Batman qui disparaît quand Gordon se retourne. Mais comme par hasard, c'est le gars qui court vite qui n'a pas disparu. Donc c'est assez méta et ça marche bien. Et donc, merci J.K. Simmons d'avoir été dans ce film. C'était excellent dans le peu de temps que t'avais. Et là, t'as le combat du tunnel, qui n'est pas mon combat préféré, ma foi, mais ça reste un combat qui joue bien, déjà sur la lumière, par rapport au tunnel, le fait que tu as la lumière du ciel au-dessus. Et donc il y a les personnages qui commencent à entamer leur alchimie, avec Barry qui est un peu l'élève de Batman, avec Wonder Woman qui est un peu la générale, celle qui donne les ordres, qui donne les conseils un peu de guerrière. Et tu as Cyborg qui découvre que Batman existe, vu que Cyborg, du coup, il sait tout maintenant qu'il y a un Cyborg qui connaît toutes les données du monde. Et là, il rétorque à Batman que, avant que j'ai mes pouvoirs, je savais pas que tu existais. Et donc, ça montre aussi à quel point Batman, pendant 20 ans, a su se cacher également. Mais... Puis il était un mythe, du coup. Donc ça, j'ai bien aimé ce petit dialogue entre Batman et Cyborg, également. Et donc, tu as le combat entre Steppenwolf et la Ligue, la première moitié de la Ligue qui commence. Et donc, tu as Flash qui évoque le fait que Superman le manque, et ça, j'en parlerai plus tard, par rapport à Flash. Et donc, tu as le combat qui commence quand Silas est menacé par Steppenwolf. Et donc, d'ailleurs, il faut savoir que d'ailleurs voulait instaurer des bras mécaniques, 4 bras à Cyborg, et donc là, dans cette version, il a ses 4 bras, vu qu'il a 2 petits bras qui ressortent, donc c'est stylé. Et Cyborg a également un casque, qui lui recouvre le visage pour les combats. Et c'est vrai qu'en se disant, dans les comics, il en a jamais eu, et on a enlevé ce casque dans la version de Whedon, mais c'est vrai qu'en se disant, Cyborg, sa seule partie humaine, c'est son visage. Et c'est vrai que c'est complètement cohérent qu'en combat, il a un casque, du coup. Donc Flash, c'est logique qu'il a un casque, et puis le casque est stylé. Mais bon, ça c'est la petite remarque pour le casque. Donc ensuite, on a le combat entre Steppenwolf et Wonder Woman, qui est donc une Amazone qui veut se venger des siens par rapport à Steppenwolf, qui capte qu'elle est une Amazone. Et on est dans un combat plutôt cool, Steppenwolf passe bien. On sent que Batman il galère, on sent que Batman c'est un simple humain qui est dépassé par les éléments, et on sent qu'il galère contre des simples paradémons. On sent que Cyborg lui veut juste sauver son père, en gros, et Flash lui c'est celui qui est un peu paumé, il sait pas trop quoi faire en fait. Les défenses de Batman qui fonctionnent également, et on a le Nightcrawler qui est un peu j'ai envie de dire le Spider-Man de Batman, son espèce de vaisseau à la Spider-Man qui est plutôt stylé également. Et ce qui est logique, Batman dans ce film il a une armada de véhicules, hein, parce qu'en même temps qu'est-ce qu'il peut faire contre des aliens, donc c'est logique. Et enfin on a ce moment qui avait été coupé de la version de Whedon, ce My Turn, mais pourquoi l'avoir coupé? Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'à la place, il avait mis ça. Je sais, c'est nul. Ensuite, on a cette scène que j'ai adorée de Flash qui sauve les habitants, les gars de Star Labs des débris. C'est giga cool, parce que même si Flash, il y a beaucoup de scènes en ralenti, c'est cool de le voir à vitesse humaine, quoi. À l'œil nu, on voit à quel point il est rapide. Et quand vous mettez le truc à 0,5, vous pouvez voir que Flash, à un moment donné, on le voit réfléchir à comment sauver le gars du rocher qui tombe au-dessus, donc c'est plutôt cool. Donc Flash a quand même des bons enchaînements dans cette scène, et tu as surtout cette scène de ralenti qui est très stylée, où tu as Flash qui va passer l'épée à Wonder Man, et qui est carrément, bien sûr, une métaphore à l'homme et à Dieu, parce que Diana est une déesse et lui est un humain. Et du coup, quand il met son doigt sur l'épée de Diana, donc vraiment encore ce côté un peu Michel-Ange, artistique, visuel de Snyder. Cette fois, on n'a pas cette fameuse scène de Flash qui est couché sur Wonder Man, cette fois-ci, heureusement. Et donc, on sent aussi que Wonder Man est plus forte que dans la version de Whedon, vu que dans la version de Whedon, Steppenwolf se cassait pas la gueule quand Wonder Man faisait son signe de croix, un peu. Alors que là, si, par exemple. Donc, on sent quand même qu'il y a une froideur entre Cyborg et son père, mais ouais, il l'a sauvé, il le respecte. Flash est blessé, on sent que Flash, il pourrait voir tout le temps en ralenti, mais on sent que Flash, il a pas l'expérience, et donc il se fait souvent blesser dans ce film-là, que ce soit là. Et d'ailleurs, cette blessure-là est un build-up à la blessure qu'il aura dans le combat final d'ailleurs. Et ensuite, on a cette petite scène où c'est un Cyborg qui va tirer sur Steppenwolf, par ailleurs. Et c'est plutôt cool vu qu'on dirait qu'il a son œil est cadré comme si c'était un Illuminati en fait. Il est cadré sur un triangle. Donc ça, je sais pas si c'est une signification spéciale que Snyder voulait faire, mais c'est assez drôle. Et bien sûr, les interactions avec Alfred restent excellentes.
Et voilà, on a l'eau qui arrive, et là t'as Aquaman qui arrive un peu de manière mystérieuse, donc on le voit ressortir de l'eau, donc ça c'est plutôt stylé, et ensuite on voit qu'il est cheaté, qu'il est puissant, qu'il arrive à stopper l'eau. J'ai des problèmes avec cette scène. Autant je trouve logique que Aquaman soit à Gotham, vu que Batman lui a dit au début du film qu'il était à Gotham, autant je sais pas comment il a fait pour savoir que la Ligue était là, que la Ligue était dans ce tunnel, comment il l'a su? Est-ce que Aquaman les a espionnés dans leur rendez-vous avec Gordon? Est-ce qu'il les a suivis? Parce que je trouve aussi que de base, il débarque plutôt tard, donc... c'est une incohérence que j'avais aussi dans la tête pour la version de Whedon, et là aussi on l'a du coup. Donc c'est un peu dommage pour ce moment-là, mais Aquaman a un très bon retour, du coup. Et d'ailleurs, t'as toute la scène où Cyborg se barre du truc après avoir sauvé Batman et Flash. Dans la version de Whedon, t'as Flash qui fait une remarque, ce que je trouvais logique pour la blague, alors que là, je trouve dommage qu'il n'ait pas de blague dans cette scène-là, parce que je trouve ça fait bizarre que juste Flash Cyborg les a laissés comme ça, comme des cons, quoi. Après, ensuite, il a la deuxième Mother Box qui appelle Steppenwolf, et donc on découvre, avec un parfait parallèle entre Darkseid et lui, vu que lui aussi il a un plan sur sa main qui touche la Terre, pour montrer que Steppenwolf est au point où était Darkseid dans la scène de flashback, dans le sens où Darkseid c'était un simple général dans la scène de flashback, et là lui c'est la même chose, qui est pas aussi puissant que son maître, du coup. Donc dans le même type de mise en scène, il découvre que l'équation anti-vie est là, que donc les Mother Box sont également des entités vivantes, bien sûr. Parce que les Mother Box c'est une forme d'intelligence, c'est de l'informatique mais intelligente, qui ont quasiment une entité en eux-mêmes en fait. Et donc on découvre que l'équation anti-vie est là sur Terre. Bon, ça fait un peu le truc un peu cheaté, bien sûr, ça fait le truc un peu cheaté de tout est sur Terre, mais why not? De toute façon, c'était le centre de sa trilogie à Snyder, donc au final, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où c'était le centre de sa trilogie. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce truc-là, c'est vrai qu'on le voit pas souvent dans les comic book movies, mais tu as 500 aliens dans les comic book movies, et à aucun moment, et là, c'est vrai que c'est une très bonne remarque de se dire que peut-être tous ceux qui ont été contactés par des aliens ont peut-être chopé des virus d'origine alien, justement. Donc le fait qu'ils soient mis en quarantaine, ça hélas déjà, ça fait bien sûr penser à notre situation actuelle. Mais c'est vrai que c'est un truc assez réaliste, bien sûr. C'est vrai que le mettre en quarantaine parce qu'il est rentré en contact avec des aliens, c'est vrai que ça marche bien comme idée, justement. Et oui, c'est une bonne idée, pour le coup, j'ai bien aimé ça. Bien sûr. C'est cette scène-là qui m'a dérangé, c'est que cette scène a été coupée, en fait. Tu vois, cette scène où Batman et Gordon, en fait, parlaient, t'avais Batman qui disait, et t'avais Gordon qui disait qu'il était content de voir Batman de nouveau avec des partenaires en faisant référence à Robin, en fait, et à la Bat Family. Je sais que ça a coupé cette scène parce qu'il y avait cette vieille blague d'Aquaman qui se foutait de la gueule du costume de Batman, mais c'est vrai que je trouve dommage qu'on n'ait pas eu le droit à cette petite scène de Gordon malgré tout. Donc il y a Cyborg qui a la boîte mère, et là tu as Steppenwolf qui met au courant que l'Anti-Life Equation est sur Terre, et donc Darkseid arrive, et vraiment, je trouve que ça rattrape vraiment le fait que Darkseid s'est fait battre comme une merde dans la scène de flashback, c'est qu'on est vraiment dans le Darkseid des comics, quoi. Les paradémons s'agenouillent devant lui, ils sentent ce qu'il arrive, et là t'as Steppenwolf qui recule vite de peur, et qui s'agenouille, qui se dénude devant lui, qui enlève en partie son armure en gros. Donc vraiment je trouve donc l'introduction de Darkseid est vraiment excellente pour le coup, là ça marche très très bien, et son monologue est génial, bien sûr, le All of Existence shall be mine, et le film en tant que film marche très bien au niveau des dialogues également. Bien sûr, au niveau des dialogues, il y a plein de dialogues auxquels on se rappelle, bien sûr. All of existence shall be mine, we live in a society, bien sûr. Can I keep this? Après, je dis des trucs qui sont pas forcément marquants, mais que moi je me suis rappelé, justement, etc. I hope so, machin. Les dialogues de ce film, il y a beaucoup de dialogues qu'on retient bien, et c'est très cool, en fait. I will fucking kill you. Fuck the world. Mais voilà, on a cette scène très badass de Darkseid qui est vraiment iconisée à son maximum. Et donc là, on a la première réunion de groupe de la Ligue, dans le hangar de Wayne, en gros, où ils vont parler de la mort de la résurrection de Superman. Donc t'as Cyborg qui fait sa backstory, qui parle de l'univers, de l'origine des Mother Box, qui est très intéressante. Hein. Que Mother Box, ils ont pas de camp, ils reconstruisent en fait, c'est tout. Il n'y a pas de ressusciter, de tuer, etc. Donc ça marche très très bien. Et j'ai bien aimé aussi le petit moment de doute que Aquaman et Bruce sont sur Victor, en mode peut-être que toi t'es une menace en fait, vu que toi t'as été créé par rapport à elle. Donc ça marche assez bien. Et le fait que Flash propose des idées un peu débiles comme peut-être le brûler avec un lance-flamme, alors que non, c'est au contraire. Au contraire, faut pas faire ça. Donc oui, on a un peu la réaction de tous les personnages. T'as Cyborg qui est sérieux, t'as Wonder Man qui est un peu calme, t'as Aquaman qui est un peu provocateur, Bruce qui reste dans focus et Flash qui propose des sacrées idées. Et j'ai beaucoup cette scène avec Cyborg qui se met en avatar à l'époque nazie, ça c'est assez stylé pour voir l'histoire des Mother Box. Et ensuite on découvre que son père a récupéré cette boîte
Et on voit l'origine un peu de Cyborg qui est vraiment très viscérale également. On voit que le gars a souffert quand la boîte est allée sur lui. Et d'ailleurs, c'est parfaitement cohérent avec la petite scène qu'on a de BVS, justement. D'ailleurs, donc c'est plutôt cool. Donc on sent la rage de Cyborg par rapport à ça. Réfléchir le fait bien. Donc on a la backstory de la Mother Box, et donc ils se disent tous, un peu à la Showdown Tale, vu que personne ne le dit complètement, mais on a le thème de Man of Steel qui arrive derrière, et c'est giga cool. Et là, Cyborg dit, allez vas-y, je le montre. Ils peuvent ressusciter Superman. Et ça, c'est vraiment très très cool comme build-up. Et c'est là que s'enchaîne parfaitement. Et là, c'est là que cette scène s'enchaîne parfaitement avec Martha qui rend visite à Lois. Cette scène a fait débat. Je vais essayer de défendre un peu cette scène. Quand on enlève la fin de cette scène est bien sûr magnifique. Entre Martha qui rend visite à Lois, qui parle de sa situation, qui dit à Lois que personne connaissait Clark et connaissait que Superman. C'est une très belle scène, l'actrice est excellente, même si on sent que Martha. Il y a un petit truc qui est bizarre chez Martha, on sent qu'elle est peut-être pas 100% honnête dans cette scène, au final. Je trouve que ça marche bien, que Diane Lane l'a très bien joué, et surtout le message de fin, c'est qu'elle dit à Lois de revenir dans le monde des vivants. Et ensuite, du coup, tu as le moment juste après le moment, elle lui dit de revenir dans le monde des vivants, où on découvre. Et d'ailleurs, ce petit plan-là, c'est un reshoot récent, où Snyder a demandé à Diane Lane de juste tourner cette scène où elle sort de la porte, et ensuite à Harry Lennox pour jouer le Martian Hunter, et donc elle se transforme de manière iconique dans le flou derrière les barreaux des escaliers, et ensuite le Martian Hunter avec sa cape noire. Je vais être honnête, je trouve pas les effets spéciaux dingues. C'est pas ouf niveau beauté des effets spéciaux, mais j'aime bien le character design, il est un peu original, mais on en parlera d'un partie personnage. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans cette scène, et je le développerai dans la partie personnage quand je parlerai de Martian Hunter, je suis un petit peu mitigé dans le sens, il y a le côté où je trouve ça tue la scène et que ce ne soit pas vraiment Martha. Il y a le côté où je trouve que ça marche bien parce que Martian Hunter était là depuis le début, il connaît Lois depuis Man of Steel, il connaît Superman depuis Man of Steel, il s'identifie à Superman depuis Man of Steel vu que lui aussi est un alien. Mais après le problème c'est qu'il faut connaître les comics pour le savoir. Parce qu'il faut savoir que le Martian Hunter est le dernier de son espèce. Il a perdu sa famille, sa femme, ses enfants, son peuple entier, et il est allé sur Terre pour donner de l'espoir. Et en gros, il demande juste à Lois de faire comme lui, de faire son deuil, et de vivre et de servir à quelque chose. Et donc, au final, j'arrive à trouver cette scène belle, au final, parce que de toute façon, Martian Hunter, il lit dans les pensées. Donc c'est normal qu'il soit au courant des pensées de Martha et de Lois. Ça, c'est normal, parce que c'est l'un de ses grands pouvoirs. Mais du coup, je trouve cette scène belle quand on sait, donc ça reste un défaut malgré tout, quand on sait qui est Martian Hunter, quand on sait tout ce qu'il a vécu, je trouve cette scène belle et pleine de sens, malgré tout. C'est vraiment un alien qui veut préserver l'héritage d'un autre alien qui était Superman, qui l'a inspiré. Mais on le développera dans la partie personnage. Donc ensuite, on a la Ligue qui va organiser leur plan pour ressusciter Superman. Ce que je trouve dommage, c'est, rappelez-vous, à la fin de BVS, tu avais les petits cailloux, la terre au-dessus du cercueil de Superman qui bougeait, pour nous insinuer qu'il était vivant. Et à aucun moment dans le film là, on sait pourquoi en fait. Ce que j'ai trouvé assez dommage malgré tout. Je pense que c'est à cause du codex, vu que Snyder a dit dans des interviews, dans des chats, que c'est grâce au codex que la Ligue a choisi de le ressusciter parce qu'ils savent qu'il n'allait pas devenir un nouveau Doomsday. Le codex, c'est le truc qu'il a dans Man of Steel, ça remplit tous les gènes, il a tous les gènes de Krypton en lui en fait. Donc il a une forme de vie en lui, donc c'est pour ça que le cercueil à la fin de BVS bougeait un peu. Mais j'ai trouvé ça très dommage que ce ne soit jamais évoqué dans cette scène-là, que pourquoi Superman n'était pas complètement mort à la fin de BVS au final. Mais sinon la scène marche très bien avec Bruce Wayne qui est à fond pour ressusciter Superman avec cette fameuse phrase We're six, not five. There is not us without him. Je ne suis pas un aussi bon acteur que Ben Affleck. Voilà. Et donc la partie 5 qui est focus sur Superman, du coup. Là il y a la scène où du coup il déterre Superman. C'est une scène plutôt cool, tu vois, où du coup on découvre que Flash est un grand fan de Superman, et je peux le confirmer vu que déjà j'ai dit dans une des scènes, j'avais dit que quand il évoque Superman souvent parce qu'il est fan de lui, c'est lui qui l'a inspiré, et Snyder avait dévoilé des images, on voyait que son logo est inspiré du logo de Superman en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Et tu as Cyborg aussi, et donc c'est une très cool remarque de voir ce dialogue entre Cyborg et Flash, qui sont les deux jeunes de l'équipe et qui devaient avoir un binôme continu, vu que les deux devaient être en binôme dans le film Flash. Malheureusement, Cyborg ne sera pas dans le film Flash, on connaît les bails. Si vous ne connaissez pas les bails, sachez que Ray Fisher a critiqué les patrons de Warner, à juste titre, mais... Et il a abandonné le rôle en héros, on va dire, parce qu'il voulait pas travailler avec des patrons comme ça, qui faisaient du mal à des studios qui cachaient la vérité, etc.
Mais bon, c'est triste. Et j'aime beaucoup aussi la remarque de Cyborg qui dit qu'Underman a 5000 ans, également à Barry, qui était amoureux d'Underman, même si je trouve ça un peu déplacé que Barry parle de ça en plein dans le cercueil de Superman, quand même. Mais je vous avoue que j'aimais beaucoup la discussion de Whedon, de la version de Whedon aussi. Parce que, ce qui était bien, c'est que dans la version de Whedon, on montrait vraiment le côté relation entre les deux. Là, c'est beaucoup moins appuyé, mais on voyait vraiment, c'était les deux jeunes, c'était les deux accidents, et c'était dans cette scène qu'on nous développait comment Flash est devenu Flash, alors que dans le Snyder Cut, à aucun moment on sait pourquoi Flash a des pouvoirs. Donc j'aime bien les deux versions, mais j'aimais quand même la version de Whedon aussi. À part le côté raciste qu'il y avait quand il faisait le coup du poing. Parce qu'il y avait tout le côté racially motivated, il avait dit Flash, il me semble. Et j'aime beaucoup la discussion entre Aquaman et Wonder Man qui développe les deux, vu que Aquaman découvre qu'en fait il est peut-être le seul à détester les Atlantes au final, vu que même Themyscira a fait la paix avec les Atlantes, et ça fait aussi référence à Flashpoint, le fait que les Atlantes et les Amazones aient fait la guerre dans le temps, qui rappelle aussi le fait que dans le comics Flashpoint, on est dans un univers où Aquaman et Wonder Man se font la guerre, en fait. Donc c'est plutôt cool, et c'est vraiment très cool de voir Wonder Man qui est douce, qui est sympathique, alors qu'Aquaman est un peu plus bourrin, mais vraiment leur relation marche très très bien. Entre Aquaman et Wonder Man, donc on a vraiment une alchimie qui est beaucoup mieux instaurée dans cette version que dans la version de Whedon, où entre Aquaman et Wonder Man, c'était juste « Putain, t'es bonne ». C'était vraiment ça dans la version de Whedon, regardez. Voilà. Ensuite, on a cette très cool scène avec Alfred qui essaie de réparer le Flying Fox et Batman. Et Batman, on voit qu'il évolue, on voit qu'il s'humanise et qu'il n'obéit plus forcément à la raison, mais à la foi. Et on sent qu'Alfred, qui a un peu sa boussole morale, ne peut plus l'empêcher de faire ce qu'il veut, en fait. Parce que Batman a toujours été un peu ça, un peu le gars qui n'obéit pas à Alfred, un peu têtu, mais bon. Mais c'est une belle scène qui montre, et puis cette magnifique phrase de Don't bring the chargeable, non, c'est Don't bring the charging ball, but don't wave the red capes in it. Parce qu'en gros, Steppenwolf, c'est un peu un taureau, et donc il lui dit de pas wave, de pas tendre le drapeau rouge envers lui. Le drapeau rouge, c'est la cape rouge, c'est Superman du coup. Donc c'est une belle phrase, ça marchait très bien écrite pour le coup, cette petite phrase. Ensuite, il y a Silas Stone en dehors de quarantaine, Silas, et là on a la Ligue qui arrive, et il faut savoir que la version de Whedon, quand Flash se faisait passer pour un soldat, dans sa carte d'identité c'était écrit qu'il avait 7 ans en fait, et pas 20 ans. Merci Whedon, qui est un pédophile. Je sais pas, mais c'était con ça, c'était débile. Donc oui, il s'infiltre, c'est sympa. Et donc t'as Silas qui va absolument stopper cette alerte rouge d'alerte alien. Et au final, il arrête quand il voit que c'est son fils en fait qui va faire quelque chose avec la Ligue. Et ça, c'est vraiment beau parce que Silas voit que son fils est au centre de tout le monde, on voit qu'il est comme si c'était lui le chef de la Ligue, comme s'il était important, son fils avait un rôle dans sa vie, il était important, il avait un sens, il commandait une équipe, il les dirigeait, et donc Silas se dit, Silas est fier de son fils et se dit, enfin tu as trouvé un rôle dans ta vie, enfin tu fais quelque chose, je suis fier de toi, vas-y fais. Donc j'ai trouvé ce regard assez beau, et ce regard où Cyborg acquiesce également envers son père. Donc là on a des petites références à Man of Steel, avec déjà ce pod qui n'est pas ouvert, qui est une référence à Supergirl. Parce qu'il faut savoir que dans Man of Steel, on avait le pod ouvert, et après ils ont sorti un comics préquel où on a découvert que ce vaisseau contenait une femme qui s'appelait Kara Zor-El, qui était la seule qui a vécu sur Terre. Ensuite on ne sait pas ce qu'elle a vécu sur Terre, mais son pod était le sien du coup. Et on voit aussi le corps en décomposition de Man of Steel, et c'est assez creepy parce qu'on dirait qu'il est moins décomposé que dans Man of Steel d'ailleurs. Est-ce que ça aurait été la version de Bizarro, de Snyder ou je ne sais quoi, je ne sais pas, mais ça aurait été stylé. Mais oui, c'est cool de voir que le vaisseau sent la présence de Superman également, donc ça c'était assez stylé. Et donc là, ils vont ressusciter Superman. Et j'ai envie de vite fait d'évoquer le fait que le film adapte aussi la résurrection de Superman, en gros. Parce qu'en gros, j'aime beaucoup la tournure que fait Zack Snyder Justice League par rapport à ce comics. Parce qu'en gros, le comics, la résurrection de Superman, en gros, Superman est mort. Et en gros, tu as 5 personnes qui prétendent être Superman. Tu as Cyborg Superman, tu as l'Éradicateur, tu as Steel, tu as Superboy, et je sais plus qui tu as d'autres. Je crois qu'il y en a un autre, mais je sais plus. En gros, tu as ces 5 personnages qui réclament être Superman, en fait. Et ils vont faire équipe, en fait. Et en gros, ils vont faire équipe pour se ressusciter Superman, à un moment donné. Donc, ce sont des personnages qui ont été inspirés par la mort de Superman et qui vont donc leur rendre hommage en devenant des héros. Et ensuite, en se réunissant pour les ressusciter. Et donc, Superman ressuscite et a son costume noir. Et redevient le Superman définitif. Et sauve le monde.
et se réchauffe avec le soleil comme dans ce film-là. Donc au final, là ce que j'ai dit, c'est quasiment la même chose dans le comics et dans ce film. Sauf qu'à la place des 5 Superman, on a la Ligue, et dans la Ligue, on a des personnages qui sont inspirés par Superman. On a Wonder Man qui se révèle au fin en monde en se montrant en gamine en affrontant les terroristes. On a Batman qui est inspiré par Superman, qui veut le rendre hommage, et on a Flash qui est un fan absolu de Superman. Donc j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir remplacé ces 5 Superman par la Ligue en fait. J'ai trouvé ça très réussi, une très bonne idée de faire de la Ligue, de faire de Superman une inspiration pour la Ligue en fait. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouve ça à la fois fidèle aux comics, à la fois très pertinent par rapport aux comics de la résurrection de Superman. Ensuite, j'ai beaucoup ce parallélisme entre la résurrection de Superman et Lois, justement. On voit Lois se réveiller de chez elle, du coup, on voit qu'elle a un test de grossesse qui veut dire qu'elle est enceinte, ce que Snyder a confirmé qu'elle avait un fils, probablement Jonathan Kent, leur version de Jonathan Kent, même si dans les histoires originaux de Snyder, ça aurait dû être le fils de Lois et de Bruce Wayne, vu qu'ils auraient dû avoir une relation dans ce film-là, mais au final, ils n'en ont pas une, donc ça n'aurait pas été le fils de Batman, donc à mon avis, peut-être il se serait appelé Bruce, mais je ne sais pas. Mais oui, elle a un test de grossesse, elle est enceinte, et donc c'est cool, ça montre que Superman doit être un père, et donc ils vont ressusciter Superman, ils vont le mettre dans la forteresse de la solitude. C'est la même chose dans les comics, dans les comics il est placé dans la forteresse de la solitude et il est ressuscité là-dedans. Bon, c'est un peu différent sinon, mais c'est à peu près ça, parce que là c'est avec une Mother Box, alors que dans le comics c'est avec un pod qui est là pour le régénérer, avec un costume noir qui lui permet de refléter, d'absorber l'énergie du soleil, vu qu'on sait que le noir... On sait que le noir absorbe la lumière, justement. Et que Superman a ses pouvoirs grâce au soleil jaune de notre système solaire, du coup. Donc, ouais, on voit Lois qui, grâce à Martha, va aller une dernière fois au mémorial de Superman et qui lui fait un dernier au revoir et qui repart et qui va de nouveau devenir la Lois Lane, un journaliste du Daily Planet. Donc c'est très poétique. Et en parallèle, on voit la Ligue qui s'embrouille pour ressusciter Superman. Donc Batman veut absolument le ressusciter. Il est à fond, il est en mode vas-y, putain, fais-le. T'as Flash qui est un peu inquiet, mais on voit quand même que Flash c'est un gars intelligent, vu que Flash c'est un scientifique dans les comics. Surtout, c'est un gars très intelligent. C'est de la police scientifique. Et là, on voit que le gars, il connaît un peu la mesure de ses pouvoirs. Il sait qu'il peut être tellement rapide qu'il peut toucher la boîte. Donc c'est plutôt cool comme de garder le côté un peu intelligent de Flash. Et là, tu as cette fameuse... Et tu as Aquaman qui lui est en désaccord avec tout le monde dans ce film. Vraiment, il provoque tout le temps Batman, et il est toujours en désaccord sur tout, il dit toujours que c'est une mauvaise idée. Et là, tu as cette fameuse vision. C'est Justice League 2, cette vision. C'est la fin de Justice League 2 où Darkseid a terraformé la Terre, a transformé la créé en Nightmare. On voit Darkseid sur son trône avec Granny Goodness et Desaad. Très 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 cool plan avec Apocalypse, et c'est les flammes d'Apocalypse derrière. On voit l'enterrement de Wonder Man avec une nouvelle épée d'ailleurs. En gros, les yeux qu'elle a, le truc qu'elle a sur les yeux, en gros, c'est pour dire qu'elle va dans le royaume d'Hadès, le royaume des enfers. Et donc peut-être qu'on aurait eu un arc où Wonder Man se serait échappé des enfers d'Hadès. Ouais. Parce que je sais que Snyder avait prévu de faire d'elle la nouvelle déesse de la guerre. Donc ça aurait été cool d'avoir un truc comme ça, un peu mythologique, plus intéressant que dans les films Wonder Man, encore une fois, l'utilisation des mythologies. Et on voit Darkseid au fond dans son vaisseau. Déjà à droite, on voit la statue de la justice, mais complètement cassée d'ailleurs. Donc le symbole est là. Et on voit Darkseid en train de contempler les funérailles de Wonder Man, d'ici depuis son vaisseau, c'est très stylé. On le voit tuer Aquaman avec sa couronne de roi. Donc on voit qu'Aquaman est bien devenu roi. Et donc il l'embranche avec son propre trident. Parce que là, c'est le trident et plus qu'un dent. Non, il y a 3 dents, quoi. Et on le voit utiliser enfin en live action les rayons Oméga des comics, qui tue Vulko derrière et qui le désintègre en mode squelette. C'est génial. On voit Darkseid faire ça en live action, c'est génial. Et puis on le voit, à la fin de Justice League 2, Batman aurait protégé Lois Lane dans la Batcave, avec elle était enceinte de l'enfant de Superman. Et en gros, Darkseid aurait malgré tout réussi à pénétrer dans la Batcave. Batman n'aurait pas réussi à sauver Lois, et Lois aurait fini désintégrée par Darkseid, et donc aurait fini en squelette, et Superman aurait à peine eu le temps de la voir mourir en fait. Et c'est ça qu'on voit, on voit la Batcave avec Robin tout au fond derrière. Et donc c'est vraiment très cool, et d'ailleurs, rien que pour nous faire plaisir, vu que ça, regardez ces storyboards, à la base, si le film était sorti au cinéma, on aurait eu ça. Donc on aurait juste eu la terraformation, Darkseid sur son trône, et le hall de justice à la fin. Mais comme Snyder sait qu'il y aura potentiellement jamais de Justice League 2, il nous a quand même créé numériquement, avec des trucages, les funérailles de Wonder Man, la mort d'Aquaman et Superman, et la mort de Lois avec Superman. Donc, si on n'a pas de Justice League 2, en tout cas, je suis très content que Snyder ait voulu nous faire plaisir en nous montrant au moins ces scènes, le temps de 10 secondes chacune, et merci à lui. Et donc, on voit Superman se faire consumer par l'équation anti-vie, alors quand Darkseid lui prend l'épaule.
Et d'ailleurs, il a repris une scénette de Man of Steel pour faire cette scène d'ailleurs. Et il a le costume noir, et il a le costume noir aussi. Et en gros, c'est quand il sera possédé par Darkseid qu'il adoptera le costume rouge dans le Nightmare, justement. Parce que Darkseid a un peu l'optique de détruire le symbole qu'est Superman. Et donc c'est aussi là pour représenter une régression de Superman, vu que le costume noir est là pour représenter le fait qu'il ait accepté ces deux mondes, le monde des hommes et des Kryptoniens. Et ensuite, on a bien sûr le hall de justice qui est conçu à la fin du film, vu que le manoir Wayne va devenir le hall de justice, le manoir de la Ligue qui est détruit. On voit le bouclier de Wonder Man, le trident d'Aquaman, le portrait de Thomas Wayne, et on voit le Kilowog, le cadavre de Kilowog, pauvre Kilowog. Green Lantern, et c'est Kilowog est donc un Green Lantern, et c'est très cool de l'avoir vu Kilowog, parce que en fait, dans les plans de Snyder, Hal Jordan aurait dû être dans le Nightmare et aurait été à la recherche de son partenaire Kilowog, et là du coup on découvre qu'il est mort dans ce plan-là. On voit aussi Superman tenir le masque de Batman après l'avoir tué dans BVS, j'imagine, où il lui avait enlevé le masque, et on voit une carte coupée en deux, déchirée en deux, et cette carte on en parlera après, et vous aurez une vidéo spéciale sur ça, entière. Et oui, on voit que Superman, on voit ce plan est magnifique, et on voit que Superman c'est le nouveau général de Darkseid. Et c'est un truc qu'on voit très souvent dans les comics, hein. C'est quelque chose qu'on a dans les dessins animés, Superman qui est contrôlé par Darkseid. Darkseid fait croire qu'il est quelqu'un, qu'il est son fils en fait. C'est quelque chose qu'on voit dans le dessin animé, c'était l'un des meilleurs épisodes du dessin animé. Et là t'as Flash qui va donc sauver, qui va donc ressusciter Superman, et c'était une très belle scène où on amorce la fin du film où il va voyager dans le temps, vu que là il voyage un petit peu dans le temps, là, pour réussir à toucher à Mother Box vu qu'il était en retard en fait. Donc c'était une très cool scène. Et donc là Superman revient à la vie, avec ce magnifique ciel au-dessus, et on le voit au-dessus, les gens sont surpris. Bon, par contre, je trouve ça... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve ça un peu merdique, par contre. Je trouve ça un peu débile, le fait que, en fait, tout a détruit, sa chemise, sa cravate, mais pas son pantalon, pour pas qu'on voit sa bite, tout simplement. Mais je trouve ça débile, parce que ça n'a... Oh oui, bien sûr, c'est normal, hein. On veut pas voir sa bite, mais ça fait trop... Ça me sort du film, je me dis, putain, tout a explosé dans son corps, sauf son pantalon. Je me dis... Mais ça aussi, c'est aussi un exemple de liberté créative, vu qu'il faut savoir que Snyder voulait faire le costume noir directement, lui aussi. Il voulait que Superman ressuscite avec le costume noir. Il voulait que Superman ait une barbe et les cheveux, le mulet, comme dans les comics. Mais Warner a dit non, et Warner a dit non, tu le ressuscites comme ça, et ensuite il porte le costume rouge, parce que noir c'est trop dark. Parce que Warner est débile. Et donc Snyder, le seul moyen qu'il avait du coup pour nous offrir le costume noir à nous les fans, était donc de recolorer le costume rouge et bleu qui avait été utilisé dans le tournage. Donc il faut savoir que le costume noir, chaque fois que vous voyez le costume noir dans ce film-là, le costume noir a été créé digitalement, il a été repassé par-dessus le costume, parce que dans le tournage, ils ont utilisé le costume rouge et bleu parce que Warner voulait pas faire ça. Et c'est aussi un exemple d'à quel point Warner a voulu faire chez Snyder, mais Snyder a réussi à faire son film à côté, et a réussi finalement à mettre le costume noir. Du coup, c'est aussi pour ça que je suis pas un grand fan de la résurrection, personnellement. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus marquant, d'encore plus christique, d'encore plus poignant. Mais au final, il y aura une scène qui va rattraper ça, justement. Et d'ailleurs, le fameux moment où tu as Steppenwolf qui récupère la Mother Box parce que la Ligue l'a oublié et corrigé, vu qu'on a Silas qui a chopé la boîte, du coup. Et donc là, on a Superman qui ne sait pas qui il est. Et il y en a beaucoup qui trouvent que c'est une facilité scénaristique qu'il soit méchant dans cette scène. Je vous expliquerai pourquoi, dans la partie personnage, pourquoi je trouve que c'est complètement cohérent qu'il soit méchant. Tout ce qui touche Superman dans ce film est complètement cohérent. Je vous le dirai en partie personnage. Et donc là, on a cette fight avec la Ligue. On voit que Superman est méfiant, il regarde avec les rayons X leur corps, ou leurs organes, etc. Et t'as Cyborg qui, de manière complètement cohérente cette fois-ci, que son flingue s'active parce qu'il voit que Superman est une menace, puisque Cyborg a vu la vision juste avant, donc il sait que Superman est une menace, donc la réaction est complètement logique, et là t'as la fight contre Superman en fait. Bon, petit défaut, c'est le fameux Kal-El No mal joué de Gal Gadot, mais Gal Gadot ne joue pas de ouf de base. Gal Gadot elle est mauvaise actrice, mais on en parle en partie personnage. Mais le combat est très cool entre Wonder Man et... On sent que Wonder Man a un peu plus de force que les autres, que Wonder Man arrive à maîtriser un peu plus Superman, mais pas tant que ça, on sent que Superman est giga puissant, que Cyborg il est pas très fort, et j'adore ce moment, ils sont tous sur lui, et t'as Flash qui court derrière, on voit que Superman le voit, on voit que Superman le voit également en ralenti, sauf qu'on voit que Superman est beaucoup moins rapide que Flash quand même. Et c'est une très cool scène, et tu as ce total parallèle avec Flash qui est comme ça avec Superman qui vole, donc on voit le Superman méchant, et le parallèle de BVS où t'avais la femme qui voulait que Superman le sauve, et t'avais le Superman en mode sauveur, donc t'as un total parallèle qui marche très bien, cette opposition entre les deux versions de Superman. Et d'ailleurs dans le petit mémorial t'as une référence à Ben Parker et des noms de la production du film,
Parce que l'oncle Ben est plus respecté chez DC que chez Marvel ces temps-ci. Et donc t'as l'armée qui est là, qui défonce Superman. Ce qui est plutôt cool comme moment là. Cyborg qui sauve des gens, qui sauve le Jimmy Olsen de Superman de Richard Donner. Et là t'as la confrontation avec Batman qui est bien meilleure, bien évidemment, que dans la version Whedon où c'était du Do You Bleed avec Batman qui était balancé comme une merde et Batman qui avait mal au genou et qui faisait une blague en mode putain oula ça scène là. Donc oui donc là c'est bien meilleur. Hein. La Batman qui veut vraiment sauver Superman, le faire en sorte qu'il reprenne sa raison, mais Superman voit qui c'est, il se dit mais oui ce connard il m'a fait du mal, je me rappelle. Donc on voit à quel point il se rappelle que c'est le gars de BVS qui l'a fait chier, Batman. Donc c'était cool de voir à quel point il était enragé contre Batman, et c'était cool de voir aussi le fait que Batman résiste au laser grâce à ses défenses. Donc c'était cool. Après le seul truc que je reprocherais, mais c'est à la fois logique à la fois beauf, c'est que Lois et Batman disent Clark à voix haute devant des policiers et des militaires. Son identité a été révélée, du coup. Mais après, je veux dire, c'est vrai que vaut mieux l'appeler Clark que Superman. Il y a plus de chances de le raisonner en l'appelant Clark que Kal-El ou Superman. Donc oui, mais c'est vrai que techniquement, ça reste un défaut parce qu'ils ont spoilé son identité à l'armée, quoi, au gouvernement, malgré tout. Et donc Lois réussit à raisonner Clark. Et donc voilà, bon c'est pas du tout comme dans la version de Whedon où c'était Alfred, c'était une arme secrète de Batman, et donc Lois c'était la clé parce que c'est Lois qui a sauvé tout le monde, alors que là Lois était juste là par hasard, mais je trouvais que ça marchait bien par rapport à toute la scène qu'on avait juste avant. On voyait Lois partir et revenir, et la revenir de nouveau. Parce qu'elle quittait, elle faisait enfin son œil de Superman, et là bim il revient, donc c'était beau je trouvais. J'aime bien le petit regard méchant entre Aquaman et Flash aussi qui marche bien. Et tu as la mort de Silas qui marche bien également. Donc t'as Steppenwolf qui arrive, qui est enragé, avec les pics, qui arrive et qui vient tuer Silas. J'aime beaucoup le ralenti où il sort de la fumée, et vraiment c'est la mort qui arrive quoi. Et donc là t'as Silas qui se sacrifie de manière intelligente, du coup vu qu'il se sacrifie pour chauffer la boîte en fait, et pas pour la détruire en fait. Donc on sent qu'il est mort de manière intelligente. Il a vu son fils pour la dernière fois, il a vu que son fils avait de la peine, il a vu que son fils avait des émotions pour lui également. Donc j'ai trouvé la mort de Silas que ça marchait bien, que sa mort marchait bien, et que c'était plutôt beau. Et en plus, c'était vraiment une scène clairement inspirée de la scène de Dr. Manhattan. Snyder l'a clairement dit, et c'est clairement ça. Et on sent quand même le côté un peu héréditaire, le côté putain, il a bien été désintégré quand même. Mais oui, c'est très triste quand même. Et bien sûr, Steppenwolf fait la boîte, et il s'en va. Et d'ailleurs, on sent que on a la fermeture de la porte qui se ressemble vraiment au logo de Green Lantern également. C'est une référence comme ça, je sais pas si c'est fait exprès. Si on voit Cyborg pleurer, on sent qu'il est triste, et donc c'est vraiment triste, du coup. C'est cool de voir Batman aussi sortir de la fumée, par la fumée, ça aussi c'était assez stylé. Aquaman qui doute sur tout le monde, et Cyborg qui découvre que son père s'est sacrifié pour une raison, et tu as Batman qui dit qu'il a 6 satellites, référence au fait qu'il ait perdu son 7ème satellite en Man of Steel, du coup, où Zod et Superman ont détruit son satellite. Donc ça c'était plutôt drôle, et donc là on est dans la partie 6, l'avant-dernière partie. Et donc au lieu que Lois dise « You smell good » à Superman, elle lui dit qu'il parle enfin, en gros, parce qu'il parlait pas. Du coup, c'est beaucoup mieux que le smell good qui était une blague de merde de Whedon. Et donc Superman reprend ses esprits dans cette scène qui est vraiment belle, vraiment, ça fait vraiment penser à Man of Steel avec la musique magnifique. Superman qui regarde la nature, on sent le fermier qui entend les oiseaux, qui sent la nature, qui regarde la forêt, et avec ce plan parfaitement symétrique entre le banc où il était assis dans Man of Steel quand il était enfant, et les fenêtres justement. Donc c'était une très belle scène où Superman reprend foi. Et là on a une excellente scène de la Batcave. J'aimais bien la scène de la Batcave de Whedon. Le seul moment que j'aimais bien c'était le moment où Flash montait sur un Batmobile, où il était trop content d'être dans la Batcave. Mais c'est pas grave qu'on l'ait pas eu, mais cette scène de la Batcave est largement mieux parce que l'équipe rencontre Alfred et a des interactions avec Alfred, et c'est trop bien. T'as Batman qui dit qu'il bosse pour Alfred, donc c'est d'autant plus drôle. Flash qui est tout content, qui fait coucou, et t'as Aquaman qui fait badass Alfred. J'ai fait oh putain. Alfred est excellent, et ses interactions avec Ligue sont d'autant plus fun. Et sa blague sur le thé, pour montrer à quel point Bruce Wayne, en général, il y a quasiment personne qui vient, et là bim, il y a 4 personnes qui arrivent. C'est vraiment drôle, et vraiment Alfred c'est le meilleur. C'est le GOAT Alfred. Et donc là on est vraiment sur des personnages intelligents qui savent ce qu'ils font. On n'est pas sur les losers de la version de Whedon. Et là, ils préparent leur plan. Cyborg dit qu'il est prêt à se sacrifier, à rentrer dans la boîte. Et Wonder Man lui dit non, il ne faut pas sacrifier. Mais lui, il est prêt à se sacrifier parce qu'il n'a plus rien à perdre. Et t'as Flash aussi qui dit qu'il va l'aider à le propulser dans la boîte avec son énergie cinétique.
t'as Batman qui prépare le plan, etc. Et t'as Aquaman et Wonder Woman qui sont sur la défensive. Donc oui, la Ligue a un plan. Donc t'as ce beau plan où Superman devine que Lois Lane s'est mariée de manière posthume avec lui, du coup, vu qu'il a sa bague. C'est une belle scène, visuellement, avec ce fond magnifique. Il n'y a que Sailor qui sait maîtriser les fonds verts. J'ai l'impression que Whedon avait refait cette scène, mais c'était nul. Là, c'était vraiment une belle scène, tu vois. C'était une belle scène où il retrouve aussi sa mère, et c'est d'autant plus fort quand on se dit que la dernière fois qu'il a vu sa mère, c'était les photos que Luthor lui montrait dans BVS, les photos où il torturait sa mère, justement. Donc, c'est d'autant plus beau. Hein. Ses retours avec sa mère, du coup, sont d'autant plus touchants, du coup. Donc, c'est plutôt beau, et donc Superman va arriver, il va profiter de sa deuxième chance. Donc Cyborg va enfin réparer le Flying Fox, le vaisseau de Batman, ce truc-là qui avait été teasé pendant tout le film, par Alfred et Batman qui voulaient le réparer. On voit qu'Aquaman a quand même de l'humanité quand il a de la peine pour le fait que Cyborg ait perdu son père. Du coup, Aquaman lui-même est très séparé de sa famille, donc il comprend ça. Flash lui mange parce que Flash nous a fait comprendre qu'il a besoin de beaucoup manger parce qu'il perd il perd beaucoup de calories en courant. Donc ils ont respecté les comics dans ce sens-là. Il est obligé de beaucoup manger, Flash. Bon, là, c'est une scène qui m'a un petit peu déçu quand Batman dit qu'il a eu un rêve, qu'il a vu Barry Allen foncer sur lui. C'était la scène du Nightmare de BVS, en gros. Et Wonder Man, au final, a quasiment aucune réaction, je trouve. Et j'aurais aimé que Batman précise qu'il connaissait pas du tout Barry Allen avant qu'il ait cette vision aussi, pour montrer à quel point c'était quelque chose de réel. Donc je trouve dommage que Batman parle enfin du Nightmare et la discussion est pas ouf au final, que Wonder Man n'est pas surprise ou choqué, donc ça m'a un peu déçu, pour le coup. Et donc là, t'as la Ligue qui vont dans le Fake Fox. Et on voit le Batman plein d'espoir qui dit à Cyborg que lui aussi, il est fait pour voler, etc., qu'il a la foi, qu'il sait que Superman va arriver. Cette fois, on est dans une ligue qui a un plan. C'est pas des losers qui foncent dans le tas au cas où ils réussissent. Là, c'est une ligue qui a un plan, qui savent que même sans Superman, ils peuvent réussir, mais Batman a foi à ce que Superman arrive malgré tout. Donc ça marche bien et c'est un beau plan. On voit où Alfred admire la ligue partir, plan totalement en effets spéciaux. Magnifique. Et donc t'as Steppenwolf qui est prêt à détruire le monde, à former l'unité bien évidemment. Il est à fond, il veut sa rédemption.